Bonjour à tous, c'est une nouvelle semaine qui démarre sur Prime News Télévision. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce tout premier numéro du décryptage. Au menu des échanges, on parlera des préparatifs de la pré-rentrée 2024-2025. À quoi s'affairent les parents pour assurer une meilleure scolarité et scolarisation, si vous le voulez, de leurs enfants. On en parlera. Deux autres sujets non moins gais. Il s'agit de l'accident de circulation survenu au Nigeria avec des blessés enregistrés, des décès enregistrés, des accidents qui sont survenus aussi au niveau de la Côte d'Ivoire ce week-end. Pour en parler, je suis avec Meshak Arondia. Il est journaliste. Cher ami, bonjour. Bonjour, cher confrère. Merci d'être là et d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. Alors, le début de semaine, ça a bien démarré chez vous? Ça, c'est très bien démarré. D'accord. Alors, parlons des préparatifs de la rentrée 2024-2025. On sait quand même que le contexte socio-économique est assez délicat, pour ne pas dire difficile. Comment on peut entrevoir les préparatifs du côté des parents d'élèves? Bon, merci beaucoup pour la question. Hmm. Je pense qu'à l'heure actuelle, tout est un peu difficile, surtout pour nous, les parents d'élèves, puisque aujourd'hui, il y a même des parents qui peut-être se cherchent dans des petits boulots avant de subvenir aux besoins des enfants pour ce qui concerne les fournitures scolaires et préparer également la rentrée comme il le faut. Et je dirais que c'est difficile parce que la situation financière du pays ne permet pas vraiment aux parents de vraiment subvenir aux besoins des apprenants, de leurs enfants, comme il le faut. C'est difficile également que un parent peut-être quitte son pays pour aller chercher peut-être des petits jobs dans des pays voisins pour pouvoir subvenir aux besoins de son enfant. Tout ça concourt à la morosité économique du pays. Donc voilà un peu ce qui se passe actuellement. C'est difficile pour nous les parents quand même, comme avant, la manière dont on arrivait à subvenir aux besoins, à préparer bien la rentrée, c'est un peu difficile pour ces temps-ci. Qu'est-ce qu'il y avait avant et qu'il n'y a plus aujourd'hui? Comment vous sentez la différence si on va essayer d'analyser un peu? Non, aujourd'hui, c'est un peu difficile dans ce sens que avant, on arrivait à trouver un peu plus vite tout ce qu'il faut pour pouvoir accompagner les enfants, préparer bien les enfants pour que les enfants soient très heureux. Mais aujourd'hui, avant même de trouver un franc, il faut d'abord travailler dur. Il faut aller se chercher beaucoup, faire des petits jobs. C'est un peu difficile. Mais aujourd'hui, avant de trouver même 100 francs, tu vas travailler et se chiner tellement avant de trouver. C'est vrai que au niveau des stands de vente de fournitures scolaires, on a vu quand même certains parents, c'est maintenant qu'il y a beaucoup plus d'affluence. Ils sont là en train d'acheter peut-être des sacs, des cahiers et tout ce qui va avec. Donc, c'est peut-être le temps qu'ils ont eu maintenant les moyens pour pouvoir s'acquérir ces fournitures-là. Parce qu'on sait que depuis les vacances, les stands étaient là, mais il n'y avait pas assez d'affluence comme on l'a constaté ce week-end et ce matin aussi. Oui, mais c'est pas tout le monde, c'est pas tous les parents. C'est pas tous les parents en ce sens que il y a des parents peut-être qui pendant les vacances c'est difficile, c'est vrai, mais jusqu'à présent n'ont même pas pu acheter au moins un cahier ni un bic pour leurs enfants. Mais également, il y a d'autres personnes aussi, comme vous venez de le souligner, qui quand même ont franchi l'étape petitement et qui ont pu acheter ce qu'il faut. Et d'ici là, maintenant, la rentrée va commencer. Je pense que ce serait bon pour certains, mais pour d'autres, ce serait un peu mauvais, puisque jusqu'à présent, il y a d'autres qui n'ont même pas encore acheté un cahier ni un bic peut-être pour leurs enfants. Parlons de la pré-rentrée. On sait que ça précède la rentrée qui est prévue pour le lundi prochain. Au niveau de la pré-rentrée, on sait que certains parents finalisent le transfert de leurs enfants d'un lieu A à un lieu B parce que certains ont bénéficié d'affectation et tout ce qui va avec, donc ce n'est pas facile. On inscrit les nouveaux, les nouveaux admis et tout ce qui va avec. Comment est-ce qu'on peut appréhender la pré-rentrée? Est-ce que c'est une étape qui est primordiale dans le processus de la rentrée effective? Oui, effectivement, c'est une étape très très importante dans le processus de la rentrée scolaire.
puisque d'abord, cette étape permet quand même aux parents et aux surveillants des écoles, je veux dire les censeurs des écoles, quand même de voir ce qu'il faut au niveau des administrations pour pouvoir faire le changement des classes, peut-être ceux qui vont aller dans d'autres écoles et ainsi de suite. Donc je pense que l'étape de pré-rentrée est très importante quand même pour les parents d'élèves, pour l'administration et aussi pour les élèves qui veulent peut-être changer d'école, passer d'un autre établissement à un autre, et ainsi de suite. Il y a certains qui ont déjà, dès la pré-rentrée, l'emploi du temps pour l'année. On sait déjà comment les choses vont se passer. Et dès le lundi, les choses sérieuses commencent. Ouais. Oui, je pense que c'est déjà bon, puisque dans les collèges d'enseignement général, je vais dire, il y a tout un programme, tout un calendrier qui est établi. Et je pense que ça va se dérouler comme il le faut, puisque c'est suivant ces calendriers et que les directeurs, les membres de l'administration, les enseignants vont quand même suivre pour pouvoir bien dérouler l'année comme ça se doit. Il y a certains apprenants, ils se considèrent comme des anciens, qui banalisent la pré-rentrée. On l'a tous fait, je ne sais pas pour vous, mais on l'a tous fait. La pré-rentrée, on estime que c'est pour les nouveaux, c'est pour les jeunes, on est déjà à un certain niveau. Et qu'est-ce que vous dites par rapport à ceux-là qui banalisent en griffe un peu l'étape de la pré-rentrée? À un moment, je pense que c'est normalement ces personnes, ces élèves doivent vraiment prendre conscience. S'ils ont l'habitude de banaliser peut-être la pré-rentrée, ils doivent vraiment tenir compte de ça pour pouvoir se programmer, pour pouvoir programmer ce qu'ils auront à faire peut-être quand la rentrée va commencer, puisque tout se fait sur programmation. Quand tu ne programmes pas, quand ça va commencer, tu seras surpris. Tu vas commencer par dire, ah, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, ah, mon sac est où, ah, mon cahier est où. Donc la pré-rentrée permet quand même de se préparer correctement, de mettre ce qu'il faut de côté, de mettre ce qu'on doit prendre le lendemain de côté pour pouvoir être en règle quand la rentrée va commencer. Oui, il y a certains apprenants qui sont ce qu'on appelle un peu des redoublants. Donc, quelqu'un qui reprend une classe, est-ce qu'il a forcément besoin d'y aller pour la pré-rentrée? Bon, je dirais que c'est un choix. C'est un choix selon moi, personnellement, puisque si moi j'étais peut-être à la place de cet apprenant, je vais prendre ça en compte, je vais me préparer par rapport à ça, puisque on se dit, mais qu'est-ce que j'irai faire? Je connais déjà la classe, je reprends. J'irai faire quoi pour la pré-rentrée? non, mais c'est ce que il y a des apprenants qui le disent, et puis à chaque année, ils redoublent encore les mêmes classes. Moi, je pense que c'est un processus très, très important dans le calendrier scolaire. D'accord. Chaque apprenant doit vraiment prendre en compte la pré-rentrée pour pouvoir se préparer comme il le faut. D'accord. C'est un processus important dans le calendrier scolaire, vous l'avez dit. On va passer maintenant à des sujets moins gais dans ce décryptage. Il y a eu un accident de circulation survenu en Côte d'Ivoire déjà. Commençons par la Côte d'Ivoire. Dans la nuit du vendredi au samedi, 13 personnes calcinées, 45 blessés, dont 19 enfants. Le bilan est lourd. Très, très lourd. D'abord, moi, je dis ou j'envoie une condoléance à toutes ces familles éplorées. C'est difficile de voir ses proches peut-être calcinés dans un accident de circulation. D'abord, c'est triste pour le pays, puisque tout ça peut-être, je veux dire, a des conséquences peut-être sur les familles de ses proches. Oui, on sait, on a parlé de la rentrée tout à l'heure, donc c'est tellement qu'au nombre de ces enfants, il y en a qui doivent aller à l'école, et donc c'est difficile pour les familles. C'est vraiment difficile. Très, très difficile même, puisque il y aura plus, ces gens-là vont peut-être laisser des familles, des mères, des enfants, et puis ces enfants-là seront en train de pleurer, se prélécher. Les aides ou bien les aides qu'ils ont l'habitude de porter à leur famille, tout ça va leur manquer.
c'est vraiment difficile. C'est vrai qu'avant de continuer, on en sait un peu plus hein, sur les causes. On dit que le drame est parti d'une collision entre un quart de voyageurs venant du Mali et un camion-citerne dans le nord du pays sur l'autoroute qui relie Bouaké et Korogo. Donc, c'est une collision. On sait que les bus qui font le voyage transcontinental au niveau côtier et tout, ils ont quand même l'habitude de la vitesse, osons le dire, et peut-être un excès de vitesse serait à l'origine, l'état du conducteur et un ensemble de choses aussi. Oui, c'est normal. Mm. Puisque d'abord, avant de démarrer ou avant de mettre un véhicule en marche, il faut d'abord préparer, il faut d'abord voir les conditions il faut préparer tout en avance avant de se mettre en route. Et aussi l'état du chauffeur, peut-être, est-ce qu'il était vraiment normal quand... Il y a certains qui conduisent en état d'ivresse, il y a d'autres bon, qui ont des produits dopants, surtout quand on doit faire la côte, quand on doit quitter Cotonou, pour Lomé, pour Accra, bon, quand ils font ces grandes distances. Je ne dis pas tout le monde, mais il y a certains quand même qui se mettent sous des produits qui ont des effets secondaires aussi. Oui, exactement. Il y a des chauffeurs peut-être qui, avant de démarrer, peut-être avec leur bus et autres, et s'assurent de peut-être se préparer. Pour eux, se préparer, c'est peut-être prendre des produits non consommables, ce qu'il ne faudrait pas. Mais selon eux, c'est peut-être pour avoir plus de puissance, pour pouvoir être vraiment éveillé. Pour pouvoir conduire comme il le faut. Mais voilà, ça induit peut-être à des conséquences très graves. Par exemple, qui induit à l'excès de vitesse et puis c'est vraiment horrible. Dans la même veine, le Nigeria a aussi frappé ce dimanche par l'explosion d'un camion-citerne, 48 décès enregistrés. C'est assez difficile. On évoque, hein, entre autres, les infrastructures routières qui sont défaillantes, la mauvaise maintenance des véhicules aussi qui contribuent souvent à ces genres d'accidents de la circulation. Oui, au Nigeria, on a appris ça récemment et vraiment c'est difficile. Quand moi j'ai appris ça, puisque c'est la circulation où les accidents deviennent de très nombreux dans les pays voisins. Je pense que l'État doit vraiment prendre les précautions nécessaires pour qu'on puisse éviter ces accidents dans l'avenir. C'est vrai que les États, d'accord, doivent prendre leurs responsabilités, mais est-ce qu'il n'y en a pas aussi au niveau des personnes que nous sommes, quand vous prenez votre moto, quand vous prenez votre véhicule, quand vous êtes chauffeur d'un bus et vous avez à bord 20, 30, 40 passagers, est-ce qu'il n'est pas temps de souligner aussi la responsabilité personnelle de nous-mêmes en tant qu'individus? Mais tout ça, je pense que c'est quand même la sécurité nécessaire qu'il faut prendre, puisque dans un État, il y a quand même des forces de l'ordre qui assurent les responsabilités quand même à l'endroit de ces véhicules. Par exemple, au Bénin, il y a un temps où les autorités ont dit que bon, les véhicules ne doivent plus contenir que peut-être de 3 personnes et autres. Il y a un nombre de passagers qui a été défini. Voilà, qui a été défini. Donc, je pense que si les autorités, le gouvernement peut-être peut prendre en charge ces réformes, ce serait vraiment très bien. Ça va éviter le risque qui secoue peut-être les pays voisins et autres. Et il y a aussi l'état des véhicules. Parlons-en pour sortir de ces échanges. On sait que des fois, on voit la carrosserie, ce sont des véhicules qui apparaissent étant neufs, mais dont les moteurs sont peut-être datent de Mathusalem, mais ça crée un souci aussi. Oui, exactement. Le système de freinage, la vidange, le système, tout ce qui est à l'intérieur, il y a assez de soucis à ce moment. Oui, et comme je le disais, normalement, avant même d'acheter un véhicule ou avant de mettre un véhicule en marche, il faut d'abord s'assurer que le moteur, peut-être le frein et autres puissent vraiment être en marche comme il le faut. Il faut faire la visite technique en général. La visite technique en général. Ouais. Se mettre sur la route. Sinon, tu vas t'attendre peut-être à ce dont toi-même tu ne savais pas. Et ça, c'est parfois difficile et après on dit, ah, il y a ci, il y a ça. Bon. Je pense que c'est la responsabilité peut-être de nous, les usagers peut-être qui conduisent ces voitures et autres,
de voir comment faire pour que prochainement, avant même de mettre en marche ou bien avant de démarrer ou avant de se mettre en route, on puisse vraiment faire ces visites techniques, assurer que tout est normal avant de se mettre sur la route. Sur la route. Et ce sera votre mot de la fin. Merci beaucoup à vous. Meshak Arondia, vous êtes journaliste. Merci d'être passé par ici. Merci à vous aussi. On va conseiller la prudence et surtout la vigilance sur nos routes, que vous soyez passager ou conducteur ou chauffeur, soyez vraiment vigilants sur nos routes. C'est très très important. Merci à tous de nous avoir suivis dans ce premier numéro du décryptage de la semaine. À demain.